Muy buenas tardes a todos y a todas. Les hablo desde el campus universitario de la Universidad del Valle en Colombia, en la ciudad de Cali. Esta comunicación tiene un fin muy preciso y es darles a conocer que desde el día 2 de octubre hasta el día 5 de octubre se han realizado dos actividades muy importantes al interior del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Uno consistió en un seminario completamente en francés con los estudiantes de sesiones francófonas y otros estudiantes que igualmente se interesan por la lengua francesa, en donde han participado los profesores Bruno Cani de la Universidad de París 8 y la profesora Françoise Schmidt, que viene de la Escuela de Minas de París. Hemos seccionado durante estos días sencillamente tratando de hacer filosofía a nuestra manera en nuestro país. Queremos darles a conocer esa información. Igualmente hemos desarrollado a partir del 3 al 5 el 6º Congreso Colombiano de Estudiantes de Filosofía y hemos contado con la presencia de 700 estudiantes venidos de todo el país e incluso venidos de otras regiones externas a Colombia, como el caso de México, como el caso de Argentina, que nos han visitado. Se han hecho 175 ponencias, varias al mismo tiempo, en diferentes lugares, podríamos decirlo en términos coloquiales, que nos hemos tomado el campus universitario de la Universidad del Valle durante 3 días. La filosofía se tomó la universidad, si ustedes quieren. Para esto queremos agradecerle primero a todo el personal que preparó este 6º Congreso y el seminario de Federico Nietzsche a Bruno Cani sobre el pensamiento artista, ¿sí? Igualmente queremos agradecerle a muchos profesores del Departamento de Filosofía que han participado en esta organización, a nuestras secretarias, pero sobre todo a la capacidad y a la inventiva y al compromiso de todos los estudiantes, hombres y mujeres del Departamento de Filosofía. Muchísimas gracias a todos ellos. Igualmente, como todos ustedes imaginarán, hemos contado con el apoyo de, primero, la Agencia Universitaria de la Francofonía, Agence Universitaire de la Francophonie, AUF, ¿sí?, que nos ha colaborado. Queremos agradecerles desde aquí su colaboración, al igual que al ICETEX Felus Colombia, un agradecimiento enorme, a la empresa Carvajal, que se ha comprometido con ayudarnos en las publicaciones. Igualmente le agradecemos, es así como la paz se construye en este país, y a todas las fuerzas internas administrativas de la universidad, a la propia rectoría con el señor rector a la cabeza, a la vicerrectoría académica, a Bienestar Universitario y a la decanatura de la Facultad de Humanidades. E incluso algunas pequeñas librerías como Libertienda nos han ayudado, ¿sí? Cada cual nos ha ayudado con lo que pudo. Queremos agradecerles esta colaboración. A continuación pasaremos a la entrevista con el profesor Bruno Cani de la Universidad de París 8. Hace la conferencia de cierre del 6º Congreso de los Estudiantes y fue alrededor de él que se realizó el primer seminario entonces en francés, del cual ya les hablé. Muchas gracias a todos y a todas y que disfruten de estas entrevistas. Cher Bruno. Cher François. Nous sommes très heureux de votre présence parmi nous. Et pour commencer ce petit dialogue, je voudrais avoir votre sentiment, connaître votre émotion à propos de cette rencontre que vous avez eue avec les étudiants, que vous continuez d'avoir, cette présence, cette connaissance déjà du département de philosophie. Dites-nous un peu. Alors tout d'abord, je veux vous remercier, William Gonzalez et vous-même, François Cagin, ainsi que l'université et le département de philosophie, de m'avoir invité à un moment aussi important et aussi inconnu pour moi qu'un congrès de philosophie des étudiants. Je dois dire que c'est un moment exceptionnel, que j'ai trouvé exceptionnel, parce que un congrès d'étudiants, c'est l'avenir de la philosophie. C'est beaucoup plus vivant qu'un congrès de philosophes
qui se regardent en chien de faïence. Ici, j'ai senti une implication qui faisait plaisir à voir. J'ai senti une complicité entre les étudiants qui était enthousiasmante. Voilà, ça c'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est que j'y ai retrouvé un certain nombre d'étudiants qui étaient passés par Paris 8, par mon université. Et donc, nous avons commencé, après ma conférence de mardi soir, une discussion qui, j'espère, se poursuivra vendredi, parce que le travail philosophique que nous instituons entre nos deux départements implique la continuité dans le dialogue de recherche. Et je pense que c'est très bien que je puisse les entendre. Je n'ai rien à leur dire, j'ai juste à les écouter et à leur répondre. C'est très important qu'on ait ce petit moment hors institution, si j'ose dire. Très bien. Et cette communication que vous avez eue avec les étudiants, en vérité, a commencé bien avant votre intervention sur Nietzsche. Elle va se poursuivre, elle se poursuivra. Et dans ce devenir philosophique, précisément, nous avons discuté, nous avons essayé de penser autour de Nietzsche. Cette pensée est étonnante et nous avons essayé peut-être, et vous-même surtout, de comprendre peut-être un mouvement différent de la philosophie qui serait exprimé par une vie artiste, qui serait de se rapprocher peut-être d'une expression pleine et peut-être plus vivante. Bien que ce soit très difficile, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est l'approche de Nietzsche pour assurer cette expression d'une philosophie artiste ou d'une vie artiste? Oui, bien sûr. Alors, je fais partie des gens qui ne sont pas très respectueux. Je ne respecte pas les auteurs nécessairement sur lesquels je travaille. Et en cela, je lis Nietzsche comme lui-même lisait les autres philosophes. Et ce qui m'intéresse chez Nietzsche, je ne pense pas nécessairement que c'est le plus grand philosophe de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, pour la modernité, c'est un des philosophes qui stimule la possibilité de penser autrement. Penser autrement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la question qui a été abordée par vous dans le séminaire, c'est-à-dire la question du style. Pour penser autrement, il faut utiliser des formes nouvelles. Ça peut être, et cela le département de philosophie de l'Université de Paris 8, que vous connaissez bien, est né sur cette nécessité que la philosophie, pour se renouveler, devait entrer en dialogue avec les sciences humaines et les arts, et non plus rester complètement auto-centrée sur sa tradition grecque. Elle devait aussi, mais ça a été fait par le Collège international de philosophie, mais qui a été créé par, en partie, des philosophes du département de Paris 8, qui était la philosophie pour se renouveler, doit s'ouvrir aux autres traditions. Je vous rappelle que la position classique occidentale, c'est que la philosophie est grecque et qu'il n'y a pas de philosophie ailleurs. Si on veut penser, alors ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il n'y a pas d'intelligence ailleurs, mais dans ce cas-là, on parlera de pensée chinoise, de pensée indienne, tout ce que vous voulez, mais pas philosophie. Or, si on veut s'ouvrir, même si ce n'est qu'un combat de mots, c'est pas très grave, mais c'est sur ce mot-là, fondamentalement, c'est pas très grave qu'on l'appelle pensée ou philosophie, mais c'est très grave de nier la philosophie aux autres traditions. Donc, par souci de combat, il faut le défendre. Il faut dire qu'il y a une philosophie sud-américaine et c'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour entretenir le dialogue. Très bien. Il y a, tout comme avec Anne-Françoise, dans le fond, une question qui est celle de l'invention et d'une ouverture, une ouverture qui peut être surprenante et qui a à voir avec l'altérité même dans l'exercice de la philosophie, depuis les Grecs jusqu'à nous. C'est une tension de nous vis-à-vis des Grecs, une tension vis-à-vis des modes contemporains de philosopher. Et pensez-vous que, puisque Nietzsche était, disons, était l'enjeu même
du début de cette conversation. Pensez-vous qu'à partir de Nietzsche, nous pourrions tracer deux chemins ou plusieurs voies pour penser la philosophie? Une voie traditionnelle, une voie académique, que sais-je, une voie artiste, comme vous essayez de le poser? Oui, bien sûr. Donc, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas nier la tradition académique grecque. Elle existe et elle existera encore, et il ne s'agit pas de la tuer, de dire qu'elle n'a aucun intérêt, qu'il faut la mettre à la poubelle et en prison, tous les philosophes grecs, de tradition grecque. Ce qu'il faut, c'est combattre cette hégémonie. C'est interdire qu'on nous interdise de penser autrement. C'est le premier combat. Le deuxième combat, avec Nietzsche, c'est penser autrement, ça veut dire penser sur des formes nouvelles. Et les formes nouvelles, ça veut dire sortir de la logique formelle aristotélicienne. C'est une forme, on l'utilise, mais ce n'est qu'une forme parmi d'autres. Ensuite, il faut renouveler il faut renouveler les outils conceptuels. Nietzsche disait les métaphores. On ne va pas faire un cours ici, mais il y a d'autres outils. Il y a les métaphores, il y a les symboles. On peut imaginer énormément de choses avec lesquelles penser. Et c'est là où le dialogue est important pour repenser ces formes et ces outils de pensée. Et nous ne pourrons pas faire le dialogue si nous restons seuls entre nous, si nous restons dans une tradition occidentale. Bien sûr qu'on peut ouvrir le dialogue en restant à l'intérieur de la tradition occidentale, mais elle perdra beaucoup parce que ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule altérité à l'Occident, c'est l'Occident lui-même. Donc c'est une négation de l'altérité. Très bien. Pour inventer et tout à la fois repenser ces formes nouvelles, ces formes qui peut-être nous attendent, si elles sont déjà là quelque part, croyez-vous que l'université est le meilleur endroit pour s'exercer à cette pensée et à ces formes? Pensez-vous qu'il faut repenser l'université? Bon, il y a l'expérience de Vincennes, maintenant à l'université de Paris 8. Pensez-vous que cette expérience ou d'autres sont les plus adéquates pour essayer d'inventer, de repenser ces formes que vous essayez de préciser? Alors, clairement, l'université est aujourd'hui, à la surface du monde, l'endroit où la philosophie peut se développer. Il n'est pas question de dire que ce n'est pas l'endroit majeur où se joue la philosophie. En même temps, on ne peut que constater que les formes modernes de l'université mondialisée, qui nous obligent à faire des comptes, compter le nombre de pages qu'on écrit, nous éloigne, je ne prends que ce compte-là, mais nous éloigne de la philosophie et nous empêche de penser, puisqu'on nous demande combien d'heures on passe à l'université, combien de thèses on soutient, combien d'articles on écrit, combien il y a de citations de monsieur un tel, on passe sa vie à compter et non plus à penser. Cette façon-là est extrêmement dangereuse et il faut, si on emploie le mot de Nietzsche, la dynamiter à notre mesure, bien évidemment. La dynamiter en respectant le cadre universitaire qui est le seul cadre qui respecte la liberté de penser, par ailleurs. Alors, il faut le dynamiter de l'intérieur, avec des outils modernes, et cette façon d'ouvrir, de réouvrir en permanence le débat, d'interdire qu'il y ait des académismes de la pensée, qu'il y ait une pensée française, ou une pensée allemande, ou une pensée sud-américaine, ça, il faut le casser. Il faut que ces pensées émergent au sein du dialogue mondialisé. Oui, il s'agit en fait d'une ascèse, pratiquement d'une éthique et d'une esthétique, d'un travail sur soi et vis-à-vis des autres, au cœur d'une institution, dans un essai de procurer les modes possibles et les transmissions possibles pour que ces formes nouvelles adviennent et que ce dialogue se poursuive. Et dans ce sens-là, vous savez, nous avons de nombreux étudiants colombiens à Paris 8, et en même temps, votre présence assure cette continuité dans ce dialogue. Que voyez-vous dans cette présence colombienne? Que sentez-vous là? Et quel apport pouvez-vous préciser par rapport, bien sûr, à cette expression philosophique? Alors, j'ai encore actuellement sous ma direction deux
chercheurs colombiens. Voilà. Dont l'un soutiendra d'ici une quinzaine de jours. La présence colombienne et sud-américaine m'a apporté une ouverture qu'il serait assez difficile d'expliquer en quelques mots, mais si j'essaie de trouver une forme approximative, elle m'a appris le baroque. Elle m'a appris la polyphonie de la démarche de pensée. Alors qu'avant, je restais finalement, bien que je veuille dynamiter le formalisme, je restais prisonnier de cette logique formelle et de cette vérité qu'a dénoncée tout à l'heure Anne-Françoise Schmitt, qui est la prétention que la philosophie nous conduirait à la vérité une, qui est un pur fantasme. Et il est vrai que la philosophie se nourrit de beaucoup de fantasmes, et il est vrai aussi qu'elle se nourrit de fiction, et qu'elle se nourrit d'espérances qui parfois ne sont pas conclues de manière pleine et heureuse. Et il est vrai aussi que ces échecs philosophiques produisent d'autres transformations qui n'étaient pas espérées, et qui nourrissent aussi ce dialogue et cette tension que la philosophie a avec elle-même et avec d'autres disciplines. Cette transformation de l'un vis-à-vis de l'autre et réciproquement, quand l'autre surtout vient d'un continent qui n'est pas le propre, et qui vient d'une culture, d'une langue qui n'est pas la propre, en effet nourrit toute cette tentative de réaviver peut-être la philosophie. Et puisque, une fois de plus, Nietzsche était là, présent, il y a deux valeurs chez Nietzsche, une valeur très esthétique. Et cette valeur esthétique, on la retrouve chez des artistes. Et puis, on la retrouve aussi dans la figuration peut-être de certains dandys. Charles Baudelaire, en particulier, a pu exposer de manière fulgurante des propos esthétiques qui parfois ne sont pas pris suffisamment en compte par les philosophes. Qu'en est-il de cette résistance du philosophe vis-à-vis des artistes ? Tout se joue sur cette question de la sensibilité et des sensations. Effectivement, à partir du moment où on rentre là, plus rien n'est certain. Même les philosophes les plus ouverts ont peur d'un seul coup et disent ça, c'est plus de la philosophie. Alors il faut continuer à y aller, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec Anne-Françoise, c'est que il faut aller vers l'inconnu. Si on va vers le connu, il n'y a pas de pensée possible. Il n'y a aucune pensée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme œuvre si je vous dis ce qui est connu de tous ? Je peux faire une œuvre, elle sera bonne ou mauvaise, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de la tenter. Je ne peux la tenter que si je vais là où il y a de l'inconnu. Alors, vous avez nommé de l'inconfort. Moi, je trouve qu'il y a de l'inconfort à ne pas penser, à être dans le convenu. Je suis très à l'aise dans l'inconnu. Je ne sais pas où je vais, mais l'important, c'est que j'y aille. Voilà, donc j'y vais. Ce que j'ai aimé dans la rencontre, pas nominative, mais dans le fait de me retrouver avec ces étudiants en congrès national, j'ai trouvé chez eux une jouissance à philosopher, un plaisir à philosopher et une complicité entre eux. C'est très important la complicité parce que ça fait la pensée plurielle. On est des sensibilités différentes qui pensons en commun, mais pas quelque chose d'unique. Voilà. Donc, si nous voulons ouvrir, il faut accepter la différence, et la différence ne doit pas faire peur, il n'y a aucune raison. Là aussi, c'est un épouvantail qu'on nous dresse, rester dans le convenu. De l'autre côté, ça fait peur. Non, pas du tout. Ça ne fait pas peur du tout. C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il y a une disposition particulière pour philosopher de cette façon ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prédisposition, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de propédeutique, dans le fond, pour pouvoir s'assurer ensuite de cette ouverture joyeuse vers l'inconnu ? Alors, mon travail comme directeur de thèse, je prends toutes sortes de thèses
même, maintenant je me calme un petit peu, mais je suis capable de prendre des thèses qui ne sont pas dans mon domaine de spécialité, parce que ce que j'ai à apporter, c'est justement pas le convenu d'un savoir. Ça, de toute façon, dans un travail de thèse, à la fin de la thèse, normalement, le doctorant est plus savant que le directeur, si la recherche a été bien menée. Donc moi, je l'initie dès le début, je n'ai pas à me mettre en maître du doctorant. En revanche, je suis un petit peu plus vieux, je connais le chemin et je dois l'aider à trouver son propre chemin. C'est-à-dire, je dois écouter son discours et faire apparaître là où le raisonnement pêche, là où il manque d'arguments, à lui de trouver les arguments dans la bibliothèque de sa compétence, qui n'est pas la mienne. Pour en revenir peut-être à votre expérience plus personnelle, et de cet appel, ce désir d'inconnu, d'un inconnu philosophique, pouvez-vous dire dans votre vie quels sont peut-être les contours déjà, les figurations possibles de cet inconnu? Que voyez-vous arriver? Qu'avez-vous pu éprouver en ce sens? Alors, je ne peux pas dire l'inconnu, sinon il ne serait pas inconnu. Mais une des rares choses qui est magnifique dans l'université moderne, c'est vraiment une des rares choses, mais elle peut tout changer, c'est cette circulation des chercheurs, des étudiants comme des enseignants. Le fait de pouvoir être ici. Il y a 50 ans, ce n'était pas possible. Voilà. Et ça, si les jeunes gens que j'ai rencontrés le veulent, parce que c'est plus à moi, moi je finis mon truc, mon philosophe artiste, mais si les jeunes gens le veulent, ils peuvent changer les valeurs de la société à laquelle ils participent. Donc ici, les valeurs de la société colombienne. Bien, mais il s'agit plus que d'une invitation, il s'agit aussi d'un éloge de la philosophie. Et il s'agit de montrer finalement, grâce à ces mots, que la philosophie est une présence indispensable dans le fond. Mais ces mots, il faut savoir les entendre. Parfois, certaines personnes, certains mouvements, l'idéologie même du moment, ne permettent pas que ces mots puissent s'exprimer. Quelles seraient, une fois de plus, les voies les plus disons, plus importantes, les voies peut-être les voies les plus esthétiques et politiques qui permettraient que tout un chacun ou que le plus grand nombre puisse écouter cette démarche philosophique? Alors, c'est un combat philosophique. On ne le gagnera jamais définitivement entre ceux qui veulent la fermeture dogmatique, parce que pour eux c'est plus rassurant, et ceux qui veulent l'ouverture de pensée. Ça repose sur énormément de choses. J'ai fait cette expérience, c'était mon expérience tragique d'enseignant de philosophie en terminale, avant l'entrée à l'université. J'y suis allé, mais vraiment avec l'enthousiasme de dire « je vais former les jeunes gens qui sont ouverts à la liberté ». Et j'ai découvert, les 2 premières années d'enseignement, qu'à 16-17 ans, un grand nombre de personnes ne veulent pas de la liberté de penser. Et ça a été terrible. Mais est-ce que, parce qu'ils ne veulent pas de la liberté, moi je dois ne pas la vouloir? Et bien sûr que non, je vais défendre. Et est-ce que je dois accepter qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils fassent une université où on ne pense plus? Bien sûr que non. Mon travail, c'est de défendre mon idée. C'est pas de gagner, c'est de la défendre. Et puis peut-être qu'elle gagnera. Mais la valeur du combat, c'est pas de gagner, c'est les valeurs qu'on défend. Bien sûr, bien sûr. Et cette défense de la liberté, cet appel et cette réception de l'inconnu, pensez-vous qu'elle nous transforme somatiquement et spirituellement? Pensez-vous qu'il y a une transformation du domaine du visible, peut-être, ou pas, où tout est intérieur, toute est intériorité? Ou s'agit-il quand même d'une extériorité qu'on puisse représenter? Alors, il y a hors champ une des doctorantes, c'est un des exemples, mais ils étaient beaucoup dans ce cas-là. Quand je les vois écouter Anne-Françoise Schmitt, ils me font plaisir, ils me donnent envie. Vous voyez? Parce que la philosophie, comme toute action, mais là on parle de la philosophie, c'est être en commun. Tout seul, le soliloque ne philosophe pas très loin. J'ai donc besoin de leur visage, et j'ai besoin de leur enthousiasme et de leur jouissance philosophique. J'ai vu cette intensité.
C'est vrai, j'ai pu moi-même l'éprouver depuis que je suis professeur ici. Dans des mots un peu simples, un peu presque banals, nous pourrions dire que le professeur ne serait rien sans les étudiants, mais il est vrai aussi que les étudiants ne seraient rien sans cette figuration même du professeur, et dans ses réciprocités, dans cette altérité, dans ses désirs et ses intérêts qui parfois se croisent, ou parfois ne se rencontrent pas complètement. Il y a là une expression de la philosophie. Et puisqu'il s'agit d'une expression de la philosophie, peut-on tracer avec l'écriture cette expérience? Peut-on conserver quelque chose de ces moments de grâce philosophique? C'est une question très compliquée. Je crois que tous les moments importants vous transforment. Voilà, et c'est là où je ne crois pas à la logique formelle. J'ai connu un des grands écrivains français, qui n'est pas des plus connus, mais qui a été très connu et qui a été peut-être l'écrivain romancier le plus expérimental en France, qui s'appelle Maurice Roche. Et Maurice Roche expliquait très bien qu'il était en train d'écrire une phrase, le téléphone sonne, on lui apprend la mort de sa mère. C'est toujours l'exemple qu'il donnait. Il dit, bon, il va enterrer sa mère, tout ce que vous voulez, quand il reprend sa phrase, elle ne peut pas être pareille, elle ne peut pas avoir le même rythme. C'est impossible. Donc, ce qui est important, d'ailleurs, pour philosopher en commun, pour jouir de la pensée en commun, il faut qu'on soit authentique. Donc, s'il y a quelque chose qu'on va pouvoir transmettre ou qu'on va pouvoir transférer dans notre écriture, c'est à travers notre authenticité. C'est-à-dire que je dois être aussi authentique dans le dialogue avec vous, dans le dialogue avec les étudiants et dans mon écriture. Et c'est tout le problème de la présence de l'autre et de l'identité à soi, cette authenticité qui est en même temps une représentation. Et il y a une autre représentation que nous aurons le plaisir d'accueillir, c'est votre conférence qui va terminer, ce sera plutôt un télos, le colloque des étudiants. Il s'agit de notes de présentation pour une philosophie artiste, nous avons le titre là sur l'affiche. Et ces notes, pourquoi ce mot de note? Il s'agit de simples notes éparses, il s'agit d'un commentaire ou il s'agit d'autre chose? Pouvez-nous dire ce qu'il en est de ce mot qui débute le titre de votre conférence? C'est une prudence. Une prudence. C'est une prudence parce que dans le cadre académique, on veut un discours suivi. Or, cette présentation, elle est relativement raccourcie. C'est une manière de vous présenter le plus de choses possible, le plus lié possible, mais ça ne peut pas être complètement lié. Donc, ça fonctionne comme des notes ou des fragments, et il fallait annoncer que je ne présentais pas un raisonnement académique. C'est juste une prudence académique. Très bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien, ce dialogue est ouvert, et nous allons le poursuivre de tous les modes possibles. Merci beaucoup. Merci à vous.